sommes réunis ce matin, burkinabés et français, pour ne jamais oublier comment, bousculé par l'aveuglement et les ambitions coupables, tout un monde peut basculer dans une irresponsable folie collective. Nous sommes réunis pour ne jamais oublier de tirer les enseignements de ces déchirures de l'histoire afin d'être mieux armés et de ne pas retomber dans un tel chaos. Devant la souffrance et la mort. Hier, les soldats africains et leurs camarades français étaient égaux sous les bombes et sur les mines, face aux baïonnettes et aux canons. Mais la paix revenue, chacun a repris sa place. Si nous nous situons à la période coloniale, il était habituel que s'il y a un recrutement pour aller dans les armées, l'armée coloniale française, le plus souvent, ceux qu'on prenait étaient des enfants de ceux qui étaient les moins nantis. Et rarement, on prenait le fils du chef, le fils du fonctionnaire, le fils du commerçant, pour aller en faire un militaire. Parce que l'on disait en réalité, s'il partait, c'était pour aller se battre et mourir. Et le plus souvent, l'enfant du paysan a été substitué à l'enfant de ceux qui étaient mieux nantis dans le village. Et on le mettait à la disposition de l'armée coloniale. Donc il sortait de son terrier. Il allait en Europe, il découvrait le monde. Il apprenait à être quelqu'un. Parce qu'il va se frotter avec plusieurs civilisations, plusieurs langues. Et le fait de se mettre à se battre aussi près des Européens lui a enlevé le complexe vis-à-vis de ce qu'il était avant. Et il revenait au village, il était plus ou moins un petit chef. C'était le contestataire qui arrivait, qui connaissait un peu de tout. La situation va continuer comme ça jusqu'à la période des indépendances, ou du moins la période de la loi 4, où effectivement, après s'être frotté avec l'armée française à se battre contre une certaine résistance, d'autres nationalismes qui voulaient se créer, par exemple en Indochine, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, il avait encore acquis plus d'expérience, comme quoi que la liberté existe. En dehors de la guerre 14-18, en dehors de la guerre 39-45, les guerres de résistance qu'ils étaient amenés à combattre en compagnie de l'armée française montraient à l'ancien combattant qu'il y avait quelque chose à faire chez eux aussi. L'un des points de revendication qui ont émaillé la carrière des anciens combattants africains est celui du paiement des pensions. Un ancien combattant, c'est une appellation assez générale qui comprend donc des personnes burkinabées, pour ce qui vous intéresse, qui ont combattu au sein des unités françaises. Alors pour les plus anciens, ce sont ceux qui se sont battus en Europe, dans la guerre 39-45, puis en Indochine, puis pour les derniers en Afrique du Nord. Alors ces anciens combattants, s'ils ont été tués pendant ces conflits, évidemment, leurs veuves sont des ayants cause et, le cas échéant, les orphelins de pères tués au combat sont également des ayants cause. Il arrive même que des jeunes burkinabés tués au combat, étant célibataires, n'ayant ni femme ni enfant, eh bien, transmettent à leurs ascendants, à leurs parents, des droits également. Mais ce sont vraiment des cas exceptionnels. Je crois que pour le Burkina Faso, il y en a 5.
Ces différentes pensions étaient octroyées dans des conditions très précises, fixées par la loi française. Il y a plusieurs types de pensions. Il y a des pensions d'ancienneté, il y a des pensions proportionnelles, des pensions d'invalidité, des pensions de veuves, des pensions d'orphelins. Bon, à cela s'ajoute également la retraite de combattant, qui en fait est une récompense, n'est pas considérée comme une pension. Mais en ce qui concerne par exemple la pension d'ancienneté, pour obtenir une pension d'ancienneté, en règle générale, il faut avoir fait 20 à 25 ans de service pour obtenir la pension d'ancienneté. Bon. Ensuite, vous avez la pension proportionnelle. La pension proportionnelle, il faut avoir fait au moins 15 ans de service au minimum pour avoir la pension proportionnelle. Il se trouve que dans la pension proportionnelle et la pension d'ancienneté, l'avantage qu'il y a d'avoir une pension d'ancienneté, c'est que la pension d'ancienneté vous donne ce qu'on appelle les allocations familiales, alors que la pension proportionnelle, vous ne bénéficiez pas des allocations familiales. Incorporé au DMA 3 comme engagé volontaire pour 5 ans. Recrutement de Bamako, le 31-1-50. Affecté à la première compagnie des fusiliers voltigeurs. AC, du 31-1-50, passé au DMA 1. DMA 1, c'est le Sénégal, à Thiès. Comme deuxième classe, le 23-10-50. Originaire de la Haute-Volta, affecté au DMA 2 de Bobo. Dirigé sur son nouveau corps par train, quittant Abidjan le 6-3-53. Arrivé au DMA 2 le 8-3-53. Vous savez que nous étions l'un des États qui a le plus fourni les anciens combattants au niveau global, même si on les appelle tirailleurs sénégalais. Donc chacun de nous, par exemple au Burkina, nous méconnaissons totalement l'histoire des tirailleurs sénégalais, la contribution et l'importance du rôle qu'ils ont joué. Et je veux vous révéler que dès que le général de Gaulle a lancé son appel à Londres en juin, l'une des premières troupes qui s'est constituée, c'était au Burkina. Des militaires sont partis de Ouagadougou, des militaires sont partis de Baké, des militaires, des tirailleurs sénégalais sont partis de Bobo-Dioulasso. Et comme les Vichy's étaient installés, si vous vous souvenez, le carrefour à quelques 11 km de Guébougou, vous avez encore la colline qui a été aménagée par les Vichy's pour les empêcher de pouvoir traverser le fleuve et rejoindre les loyalistes au Ghana actuel, en Gold Coast. Mais c'est par le pont de Ouessa que les 3 officiers là ont réuni les tirailleurs sénégalais, ils étaient environ 300, ils ont franchi le cap. On a retrouvé cette colonne militaire là avec le général Leclerc dans la délivrance de Paris. Donc, en tant que Burkinabés, nous avons aussi un devoir de mémoire. Et nous devons travailler à faire en sorte que tous les détails par rapport au rôle, par rapport à l'importance jouée par les tirailleurs sénégalais, en tout cas burkinabés, qu'on puisse le relever. Au Burkina Faso, les anciens combattants démobilisés de l'armée française se sont constitués en associations uniques regroupant les anciens combattants, les anciens militaires, les veuves, les orphelins et les victimes de guerre. Cette association nationale se démembre en sections et sous-sections réparties sur le territoire. Chaque section de l'association unique a une structuration conforme à la structure nationale, poursuivant à la base les mêmes objectifs. Le but de l'association des anciens combattants du Burkina Faso, c'est-à-dire du monde, le Burkina Faso en particulier, c'est une association qui est créée pour défendre l'intérêt moral de l'association des anciens combattants du pays. Et ensuite, pour le mode de financement, ce qui est le mode de prise en compétence qui est très difficile parce que nous n'avons pas de moyens pour faire vivre les anciens combattants. Alors que l'association est créée pour l'intérêt moral de l'association et défendre leurs intérêts. Quant aux relations avec nos anciens combattants extérieurs,
ça se passe bien. Mais, en particulier la France. La France, en tout cas, si on leur fait appel, des fois, on ne répond plus. Puis, je me rappelle une fois, il y a eu les anciens combattants, l'association des anciens combattants français qui nous a envoyé une somme de 200 000 francs ici pour nous aider. On a reçu ça une fois. Bon, quant aux associations africaines, vous savez, sur le problème de distance, bon, on n'est pas tellement liés ensemble, on n'arrive pas à se connaître, donc la collaboration entre nous, ce n'est pas tellement clair, parce qu'on ne se voit pas. Voilà. Alors, si l'association était bien organisée, on peut même se réunir une fois par an pour se contacter, et se faire un échange de vues, et pour que nous puissions parler le même langage. Parmi les anciens combattants, rendus à leur pays respectif, plusieurs d'entre eux ont eu des fortunes diverses, depuis les premiers rôles au sommet de l'État jusqu'au démembrement de toute la société postcoloniale en édification. J'étais de la 10e DIC. Malheureusement, cette 10e DIC n'a pas vu le jour. Si, ça a vu le jour, mais elle a été dissoute. La 10e division d'infanterie coloniale, qu'on appelait la 10e DIC. Donc elle a été dissoute et je ne suis pas allé. On a retenu que la 9e DIC. Et c'est la 9e DIC qui a débarqué en juillet-août 1944. 44. Alors que le 6 juin, nous allons être bientôt dans l'anniversaire du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, les Alliés débarquaient sur les plages de la région du Nord. Et nos éléments de la 9e DIC, et ils devaient débarquer quelques jours plus tard, un mois, quelques jours plus tard, dans le midi de la France. Et voilà, je ne suis pas encore parti. Je suis resté là. Et je devais rester là, affecté dans un régiment de souveraineté en Afrique du Nord. D'accord, encore un désespoir. Je n'ai pas pu aller me battre. Et ça ne sera qu'en 1949, quelques années plus tard, la deuxième guerre mondiale était terminée, belle lurette, mais l'Indochine s'est allumée. Alors j'étais à Ségou, j'étais sous-lieutenant, je venais d'être nommé sous-lieutenant en 1949, et j'ai embarqué pour la Xème fois maintenant, encore à destination de la France ou de l'Afrique du Nord. En tout cas, si j'étais sur le bateau. J'arrive en France pour l'Indochine, en 1949, fin 1949, début 1950. Là encore, est-ce une chance? Est-ce Dieu qui veut ça? Je ne sais pas. Un télégramme arrive de Paris et on m'appelle au bureau du colonel. On me dit, voilà, vous êtes retenu pour aller à Paris comme moniteur de langue bambara au Centre d'études africaines et asiatiques. C'est un centre où viennent faire les candidats à l'Afrique, les officiers désignés pour l'Afrique, devaient obligatoirement passer là pour un stage de 3 mois. J'étais destiné pour l'Indochine et non pas pour Paris. Alors, je suis donc resté quelques mois à Paris et un camarade a été désigné en Afrique et qui est venu me remplacer. Et tout heureux, je me retrouve enfin au Vietnam.
Comme si c'était hier, ils se souviennent encore de leurs frayeurs et de leurs hauts faits de guerre, au plus fort des différentes campagnes militaires coloniales. J'étais de section commando, commando 21. Donc parce que le régiment était 21, donc on a nommé notre commando, commando 21. Donc c'était dans la région de Tepessa, El Maëla Biod, un petit village quoi, où on est installé. Il y avait c'était la frontière Tunisie-Algérie. Frontière Tunisie-Algérie. Et barbelé. On a fait barbelé le long de la frontière électrifiée. Mais maintenant, derrière, barbelé, vers Tunisie, c'est une zone interdite. Mais à chaque fois, comme les commandos, il faut les envoyer dans des endroits difficiles. Un jour, on nous a dit d'aller derrière le barbelé, dans la zone interdite. Il faut surveiller le mouvement des flagas. Donc il faut partir le matin bonne heure, parce qu'il faut être sur le lieu, il faut être là-bas avant jour. Parce que si ça fait jour déjà que vous venez poser, c'est déjà se foirer. Donc on était parti le matin bonne heure. On a fait toute la journée. C'est-à-dire vers le soir maintenant, quand ça va commencer à faire un peu, parce que noir, il faut décrocher pour revenir dans notre poste. Donc on est parti. Peut-être que les gens aussi ont su que nous, on a passé. Il y avait 3 véhicules, 6-6, aller stocker ça dans un endroit caché et puis maintenant aller poster. Donc quand on a décroché, on est venu, on a pris les véhicules pour rentrer. Or qu'ils ont posé des mines. Donc, or qu'ils ont venu, c'était des pistes, c'était pas la route maintenant, c'était des pistes. Donc ils nous ont posé des mines. Mine à Clémaer. Le premier véhicule qui était en tête a passé sur le... Il a passé, il n'y a rien. Nous qui est le deuxième véhicule, on est monté dessus, ça a sauté. Le mine a sauté. Mine anti-char bondissante. Donc ça a sauté. Notre véhicule a été complètement cassé, envoyé les morceaux vers derrière le véhicule qui était derrière nous. Il y a des morceaux qui sont partis tomber sur la base du véhicule. Et ils n'ont rien eu, mais il y a des morceaux, des éclats, des arceaux là qui sont partis. Il y a eu des brouillards ou quoi noirs. Moi je crois que j'étais tombé dans un... J'ai dit que j'ai senti quelque chose, comme j'ai quitté sur un arbre et tombé dans un puits encore. Mais après ça, j'ai vu que je me suis levé. Je suis dans un truc noir. Et je ne vois pas. J'ai couru, j'ai couru. Quand j'ai sorti maintenant dans les poussières là, je vois que c'est clair. Je suis parti. Donc, tout ce qui était dans le véhicule en tout cas, il y avait un mort sur place. Lui, il était mort sur place. D'ailleurs, c'était un gars de Bankwara. Il était mort. Les Européens, il y avait beaucoup blessés, et les pieds cassés, tout ça. L'histoire retiendra que dans toutes les campagnes de l'armée coloniale française, plus de la moitié de ses effectifs étaient des tirailleurs sénégalais venus du Soudan, de la Haute-Volta, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Tchad et de Centrafrique, dont la bravoure a toujours été remarquée par les ennemis et saluée par les alliés. Ouais, alors la cristallisation, c'est le nom que l'on a donné à une loi française de 1959, donc au moment des indépendances des pays africains et de l'outre-mer français. Cette loi a décidé de geler les indemnités dues aux anciens combattants, de les bloquer, de les geler au titre au moment de l'indépendance de chaque pays. Alors le Vietnam, qui a été parmi les premiers pays indépendants en 1954, a donc vu ses pensions limitées au coût de la vie de 1954.
Pour le Burkina Faso, la date qui est retenue, c'est 1962. Pour Djibouti, la République de Djibouti a eu son indépendance en 1977. Ce qui fait que les pensions sont très variables selon le moment des indépendances. Alors pour la décristallisation, c'est un processus qui est maintenant engagé, qui est en fait une reconnaissance des droits des anciens combattants, qui verront leurs avantages réactualisés, revalorisés. La cristallisation des pensions n'est pas seulement un fait français, c'est un fait aussi de nos frères. Parce que simplement, l'ancien combattant, compte tenu de son comportement au niveau colonial, au moment du temps colon, au moment de la pré-indépendance, du moins à la période de la loi cadre, ne rassurait pas les autorités politiques de l'époque quant à la fidélité et la stabilité de l'ancien combattant vis-à-vis de l'exercice du pouvoir. Ça a beaucoup aidé et malheureusement, ça n'a pas servi l'ancien combattant. On a cristallisé et il s'est trouvé aussi que la cristallisation a continué pour certains pays. Parce que la réalité aujourd'hui, si l'on regarde l'ancien combattant burkinabé voltaïque, comme disait le capitaine d'Orange, a toujours été cristallisé. Ça veut dire quoi? Il a quitté son terrier, il est parti apprendre ce que c'est la vie, il revient, il refuse le fait accompli devant lui, le chef lui dit des choses, si ce n'est pas conforme à sa liberté, il n'accepte pas. Le commandant de cercle lui dit quelque chose, si ce n'est pas conforme à sa liberté, il refuse. Et pour essayer justement de l'endiguer, il est pratiquement mis en quarantaine. Les indépendances viennent, le même comportement continue. De Gaulle aurait voulu que les États africains soient dans une même moule, comme le Commonwealth britannique. On avait préparé un statut, mais les États, il y en a qui ont pris leur indépendance, les tout premiers, comme le Sénégal et le Mali, la fédération, c'était la fédération du Mali à cette époque-là, ont pris leur indépendance dans le cadre de la communauté. Le Conseil de l'entente ne s'était pas prononcé comme il faut, ou bien s'est prononcé, mais n'a pas eu satisfaction comme voulait Houphouët. Parce que Houphouët voulait un autre statut, pas tout à fait le statut des territoires d'outre-mer, mais pas loin. Alors, c'est que De Gaulle n'a pas accepté parce que c'est une charge supplémentaire. Ou alors, on vient comme État dépendant de la France, constituer ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires d'outre-mer, comme la Réunion, la Guyane, la Martinique, et ainsi de suite. Mais, ou alors, vous prenez votre indépendance, comme a fait Sékou Touré dès le début. En ce qui concerne l'article 71, beaucoup de choses ont été dites autour de cet article 71. Beaucoup de nos confrères pensent que cet article 71, avec les nouvelles mesures que l'État français vient de prendre, que cet article 71 est levé. Mais il faut qu'ils se détrompent. L'article 71 n'a pas bougé d'un iota de son piédestal. Il existe toujours. Et cet article 71, de quoi s'agit-il? Au début de nos indépendances, un décret a été pris et c'est une loi, du moins, qu'on appelle la loi 59 et 1454 du 26 décembre 59. C'est un de ces articles, dit article 71, qui, en fait, transforme nos pensions en indemnités viagères. Donc, ce qui veut dire que les indemnités viagères sont payées sans espoir de réversion au moment des indépendances. Bon, l'article 71 a eu son application à compter du 1er janvier 1962. Parce qu'en fait, l'application de cet article 71 diffère selon les États. Il y a certains États
je ne sais pas si c'est le fait qu'ils étaient dans la communauté française ou autre, n'ont pas subi les mêmes effets de l'article 60 par rapport aux autres. En ce qui concerne en tout cas la Haute-Volta dans le temps, aujourd'hui Burkina Faso, bon, il se trouve que l'application va du 1er janvier 1962 à nos jours. Et cette cristallisation fait que, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune augmentation de la pension, aucun avantage. Tout était cristallisé. Vous ne pouvez même pas, en cas d'aggravation, demander, en tout cas, à faire valoir vos droits. Bon, les veuves ne pouvaient pas avoir de pension de réversion parce que pourquoi? Ben, c'est devenu des indemnités viagères qui ne sont pas en fait réversibles. Les orphelins également. Bon, donc, et même, disons que la révision des choses ou d'aggravation, comme je viens de le dire, était impossible. Bon. Maintenant que, en 2003, l'État français nous a en fait fait une valorisation de nos pensions, en fait, nous avons cru que c'était au moins la levée de l'article 71 et cela nous permettrait peut-être de rentrer dans nos droits de 1962 à nos jours. Ben, on a été désenchantés. Au moment du paiement, on s'est rendu compte que la valorisation promise était de 20% de ce que nous avons déjà perçu et maintenant les sommes à venir postérieurement seront justement valorisées de 20%. Donc en fait, depuis la cristallisation en 1962, nous n'avons bénéficié que 20% de valorisation de ces pensions. Et le rappel qui nous a été fait, c'est un rappel qui va sur 5 ans. Bon, sur ces 5 ans, nous avons cru que nous allons percevoir disons, 5 ans de pension plus 20%. Mais malheureusement, non. C'est 20% de ce que nous avons déjà perçu. Bon, maintenant, à partir de ces 4 ou 5 ans de rappel, maintenant les sommes à venir, c'est-à-dire que ce que nous touchions avant, nous allons avoir 20% à chaque fois maintenant que l'on doit toucher cette pension initiale. Les anciens combattants et leurs familles connurent diverses fortunes devant lesquelles tout honnête homme ne peut s'empêcher de s'émouvoir. Je suis le deuxième fils du papa, qui se nomme bien Ouedraogo Kédabamba Karim, a été ancien combattant. Ce qui me revient un peu en souvenir, je sais que il est parti en guerre, il est revenu. Ensuite, il a été employé à la garde républicaine. Mais pour la carrière militaire, je sais que depuis qu'il est arrivé, il avait droit à une pension militaire qu'on appelait française. Bon, je ne savais pas exactement le montant, comment c'est par rapport au traitement général. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, le montant qu'il leur a alloué ne tient pas compte du coût de la vie. Ça ne tient pas compte des charges même que les familles des anciens combattants ont. Mais ça s'est fait sentir systématiquement que c'était très dérisoire. Vraiment, c'est le mot. Mais bibi nina tubabu yanke comme wulu ne sotigi yere atora tubabu ka kelele la ya kamorini mais bibi nina ando nyatiana sienta fe anga dara dumuni tubabu yangiana anko ni be ala le bolo anti bolo jugura ya ni ka koke moye aki wali ni malo wole kan me farasi asigera tubabu malo tubabu yi o yere soro sisa o makota ona an kera fenkolo ye iteni keye
imi qui est dans mon bord, il tenait à quoi faire. Et si, à Kanywa. Ni moi y demain, ni hier solo, à Kadouni. Le 30 novembre 2001, s'appuyant sur l'arrêt Amadou Diop et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, la couleur, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale, le Conseil d'État français décide la revalorisation de la pension et le rappel des arriérés de pension des combattants d'Afrique francophone ayant combattu pour la France. En ce qui concerne la reconversion des pensions en pension de reconversion ou pension d'ayant cause, ben, ça dépend. Si l'intéressé jouissait par exemple d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle, au décès de l'intéressé, si son épouse remplit les conditions réglementaires pour obtenir la pension de réversion, en ce moment, elle formule une demande pour obtenir la pension de réversion. Les conditions réglementaires, il faut que le mariage ait été contracté 2 ans avant la mise à la retraite de l'intéressé. 2 ans. Maintenant, à condition, s'il se trouve que il y a eu, au cours de cette vie conjugale avant la retraite, il y a eu 1 ou 2 enfants qui sont nés entre-temps, même en dehors de l'acte de mariage, la veuve peut prétendre à la pension de réversion. Ton banga tab tinyame ya soda hanke soda la payi diom pichi la ton furi la ton ya di bide yemra kengaraga ene wan yed panya tomie la kalam porin ya nang bala a kalam porin ton panya bumbu. Pas bon sang. La Ces anciens combattants africains ont toujours su montrer qu'ils savaient se battre quand il le fallait, dans la discipline et le respect de l'ordre, pour la liberté et la démocratie. C'est une vieille histoire pour vous, c'est une vieille histoire pour nous, Français aussi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous tournons une page importante de cette histoire, pas la dernière sans doute, une page importante parce que c'est un moyen concret et très fort pour la France de marquer, même très tardivement, son respect et sa reconnaissance pour les anciens combattants non français qui l'ont aidé à défendre son territoire. Cette réparation lacunaire intervient bien tard pour de milliers d'anciens combattants africains qui, vaincus par la misère, la maladie et la vieillesse, n'ont pas pu atteindre l'avènement de la décristallisation. Leurs ayants droit pourront-ils enfin en profiter? Dans cette situation, nous n'avons pas notre compte comme on dit, puisque les veuves même qui ont droit actuellement à cette pension de réversion, bon, il se trouve que dans le passé, si l'intéressé décédait, il y avait ce qu'on appelait les arrérages. Les veuves avaient droit aux arrérages. Bon, maintenant, à un moment donné, bon, enfin, disons l'article 71 avait supprimé cela. Maintenant, les veuves ou les orphelins ont droit à l'arrérage de leur père. Mais, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que cela soit rétroactif jusqu'à l'année 62, au contraire, c'est sur la déchéance quadriennale que, justement, on nous a octroyé la possibilité, justement, d'avoir ces arrérages. Lorsque vous êtes bénéficiaire d'une pension, et que, par exemple, vous avez omis de déposer une demande de votre pension, bon, ou bien de vos droits, après 10 ou 15 ans passés, on peut toujours vous octroyer ces droits, mais sur une période de 4 ans. Et le reste, c'est terminé. Donc, en fait, d'une manière générale, c'est ça la déchéance quadriennale. Vous ne pouvez pas obtenir au-delà de cela. Donc, ça va de 2, 3 à 4 ans au maximum. Et je pense que si on nous a donné ce rappel dont je disais tout à l'heure, de 20% sur les 5 ans passés, enfin, en fait, c'est sur 4 ans, on peut dire. Donc, en ce moment,
on a fait jouer la déchéance quadriennale. Donc, ce qui fait que nous ne pouvons pas obtenir une pension, enfin, le rappel au-delà de cela. Parce qu'il me semble que les textes disent, quelles qu'en soient les circonstances, à partir de ce mot, ça nous enlève tout droit des réclamations de nos droits en matière de rappel. Avant la cristallisation, déjà, on se plaignait, parce que notre pension laisse à désirer. À la cristallisation, parce que c'est l'ambassade de France qui est venue, la maison des combattants nous a convoqués, et dit, ah, enfin, depuis il y a 3-4 ans qu'on en parle de votre, la levée de la cristallisation, c'est votre chose. Ici, au mois de, nous sommes en quoi maintenant? Au mois de juillet, hein. Donc je crois que c'était en mai, juin, ouais. Entre mai et juin, il nous dit que voilà, que ici le mois de mai, juin, vous auriez votre chose. On était contents. On a cru à même qu'on nous légalisait avec les Français. On dit non, que ce n'est pas comme ça. Nous, on aura, comment dirais-je, suivant les régions, le coût de la vie de chaque région, c'est ce qu'on va nous donner, un rappel de 20% pour 5 ans. Donc, un rappel de 20% pour 5 ans. Or, vous nous devez pour 30, 40 et quelques années, 42 ans, vous nous devez. En dernière minute, quand je me suis arrivé, il faut voir, on n'a rien reçu. C'est moi, je vaux mieux parce que moi, j'en ai reçu un peu. Je ne peux pas vous dire le montant, mais je vaux mieux que beaucoup de camarades. Hein? J'en ai reçu un peu parce que j'ai gagné au moins les 800 000. Mais ça ne remplit pas les conditions que je ne pas normales. En France, un caporal-chef comme moi, en tout cas, je sais qu'elle touche par mois. Il n'a pas plus de au moins 2000 € par mois. Alors 2000 € par rapport à l'Afrique, c'est combien ça? Lui, c'est mensuel et nous, c'est trimestriel. Bon. Plus la médaille de combattant. Voilà la fameuse médaille de combattant. La justice n'est pas rendue. Parce que la France ne doit pas nous oublier. Ça ne date pas de nos jours, ça date de nos grands-parents. Moi, mon père a fait la guerre de 14-18. Elle a fait la guerre du Rif en 25. En 39-45, on a dit non, qu'il était vieux, on ne l'a pas embarqué. Son petit frère, même père, même mère, lui, il a fait la guerre 39-45. Il était sergent. Arrivé à moi, alors, quand même, nous, on a payé la France. Hein. On a beaucoup payé. Mais la France me doit. Il ne faut pas que je dise nous, mais moi, il me doit de crédit. Et depuis le 10 janvier 2001 qu'on a annoncé ça, là, ça fait du bruit. On va avoir de l'argent, que les anciens combattants ils vont avoir de l'argent, ils vont être payés comme un ministre. Jusqu'à ici, 2004, qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Et puis maintenant, ils viennent dire encore qu'ils vont nous satisfaire, que voilà, ils vont 20%. Et on vient de calculer les 20% là, voir qu'est-ce que ça donne. Ça n'en donne rien. Un qui touche 100 000 francs, qu'on va faire ça là, et ça va le faire 20 000 francs d'ajouter sur ces 100 000 francs. Ça le fait 120 000 francs. Mon ward le bois. Qu'est-ce que on va dire que s'il gagne ça, il va devenir comme quoi. Bon, on va encore multiplier ça par 5 ans, ça le fait 400 000. 400 000, est-ce que c'est beaucoup? Il va voir ça, il va devenir quoi. 400 000 francs, qu'est-ce que ça va le ranger? Il ne peut même pas avoir une mobilette. Avec les 400 000 francs aujourd'hui, là, tu ne peux pas avoir une mobilette. Hein? Voilà. Bon, et beaucoup de gens marchent à pied. C'est pour ça, d'ailleurs, même quand on fait un communiqué, ou bien alors quand vous êtes venus nous voir comme ça, si on voulait appeler des camarades qui sont un peu plus loin dans les quartiers, là, ou bien dans les villages, on ne peut pas le dire de venir. Il va marcher à pied. Hein? Ils n'ont pas un engin pour monter dessus. Alors. Et ce qu'il y a encore qui touche, et la pension proportionnelle, et ça va un peu. Mais ceux qui ne touchent pas la pension proportionnelle, qui ont dit seulement que les bénéfices des cartes de combattants, qui vont toucher ça maintenant à l'âge de 65 ans. Vous voyez quelqu'un qui va attendre jusqu'à l'âge de 65 ans. On va dire maintenant qu'on te donne les bénéfices de la carte de combattant qui est 28 698 francs. Et si on dit maintenant qu'on va t'ajouter, on te donne 20%. On a calculé, ça fait 5 000 et quelques. 5 000 francs ajoutés sur les 28 000.
898 francs, ça te fait 34 000 francs par semestre, 6 mois. Quelqu'un qui va, un ancien combattant, comme on vient d'expliquer, qui est fatigué comme ça pour la France, qui a souffert, qui a vendu et coulé son sang pour le pays. De tous les chefs d'État d'Afrique francophone, le président sénégalais Abdoulaye Wade est le seul à regretter que la France se soit arrangée pour ne pas régler la globalité des pensions aux anciens combattants. Il décida de célébrer désormais le 23 août comme la journée commémorative pour rendre hommage à tous les anciens combattants africains, dits tirailleurs sénégalais, qui ont risqué leur vie pour la libération de l'Europe et le salut du monde libre. Ce que les intellectuels africains, nous avons été unanimes à reconnaître, c'est le mérite pour le président Abdoulaye Wade d'avoir été l'initiateur de cette rencontre, de cette journée du tirailleur sénégalais. Elle a été une opportunité pour lever toute une série d'équivoques sur le tirailleur sénégalais lui-même et ensuite vraiment de mettre le doigt sur l'importance du rôle joué par les tirailleurs sénégalais lors des guerres comme la Première Guerre mondiale, comme la Deuxième Guerre mondiale. Et pour nous, effectivement, nous avons rappelé à l'ensemble du monde le devoir de mémoire que l'univers tout entier avait envers les tirailleurs sénégalais. Nous avons reconnu que les tirailleurs sénégalais ont eu un énorme mérite. Ils ont payé de leur sang la paix et la quiétude que nous vivons aujourd'hui de par le monde. Même s'ils sont restés dans la plupart des temps dans l'anonymat, c'est un gros sacrifice. Et ce devoir de mémoire, nous l'avons souligné. Nous avons dit qu'il fallait mieux tard que jamais. Il a fallu plus d'un demi-siècle après la Deuxième Guerre mondiale pour que un pays, un État comme le Sénégal et son président songe à instituer la journée du tirailleur. Et rien que ce fait, l'existence de la journée du tirailleur est déjà un mérite. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. C'est du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure du combat. Mort aux ennemis de la France. À partir du moment où, quand la balle atteint un blanc, c'est du sang rouge, au même titre qu'un noir, au même titre qu'un japonais, etc., les hommes étaient sur le même pied d'égalité. Les balles ne faisaient pas de différence entre les noirs, les jaunes et les blancs. Et donc, à partir du moment où, de par leur mérite, leur valeur intrinsèque, certains d'entre eux ont été hissés à des rangs extraordinaires. Recrutés sous les nérés, certains sont devenus des officiers supérieurs. Les différenciations, les clichés, les stéréotypes étaient développés uniquement sur des bases erronées. Et donc, de retour dans leur famille, ils ne toléraient absolument pas les contraintes coloniales. Et vous connaissez un peu cet épisode de Thiaroye, le 1er décembre 1944, où les prisonniers, les tirailleurs sénégalais prisonniers, faits prisonniers par les Allemands, revenaient, avaient été libérés et revenaient, ils ont revendiqué leurs droits. Et c'est cela qui a valu le massacre de Thiaroye, qui a été orchestré. Et la journée du tirailleur sénégalais a permis justement de révéler à la face de tout le monde ce qui s'est passé à Thiaroye. L'on dit que si toutes ces ressources telles que c'est demandé étaient mises à la disposition des anciens combattants, ce serait déstabiliser les pays. Nous revenons encore au même esprit qu'avant les indépendances. C'est-à-dire l'ancien combattant est toujours l'homme qui empêche de tourner en rond. Si on lui donne beaucoup de moyens, il va gêner. Mais aujourd'hui, l'histoire montre que ce n'est pas l'ancien combattant qui gêne les pays.
Je pense qu'il y a des stabilisations, c'est à partir des éléments d'actifs, ce n'est pas à partir des éléments de réserve, c'est à partir des hommes politiques. Ce qui concerne les histoires des anciens combattants, on dit que c'est une dette de sueur et de sang. Certains Français ne sont pas contents du tout que le problème soit résolu de cette façon-là. Mais pourquoi ne pas avoir la possibilité de voir, puisque c'est des suggestions, nos États, l'État français, s'entendre sur l'essentiel et reconnaître la dette effective que la France, que les anciens combattants ont sur la France, pour que, si c'est possible, ne serait-ce que créer un moratoire, un plan, ce qu'on appelait une sorte de contrat-plan, qui forme un moratoire de développement. Créer peut-être un fonds d'investissement, ce qu'on pourrait appeler les anciens FIDES, le fonds de développement, d'investissement économique et social, au profit des anciens combattants. Vous savez, les tirailleurs sénégalais, disait un chef militaire un jour, le dévouement des tirailleurs sénégalais à leur chef est digne d'admiration. Ça, c'était nos anciens chefs, comme tels que les Gallieni, les Mangins, les Borny des Bords, les Archinards. Ceux-là qui avaient, dès le début, ou plutôt dès le début de la colonisation, de la conquête, que eux ils appellent pacification, que nous nous appelions conquête. Depuis ce temps-là, ils se sont battus avec nos tirailleurs sénégalais. Ils les connaissaient. Après l'occupation, après la conquête, la guerre 14-18 est arrivée. Ils ont continué, mon père par exemple, mon oncle, a continué des confins mauritaniens. Il a continué en 14-18 se battre pour terminer vers les années 23 au Tchad, avant de rentrer. Il n'a jamais bénéficié d'un congé. Ben, jamais. Il est parti, il a fait 15 ans de guerre. Eh bien, ces gens-là, ils étaient fiers, ils étaient contents, ils étaient heureux, hein? Mais ils ne s'attendaient pas qu'on puisse leur appliquer des mesures comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens ont changé. La guerre terminait en France, en Indochine et en Algérie. Nous sommes rentrés dans l'anonymat. On nous a oubliés. C'est nous les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis et nous avons au cœur une infranchisse ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et c'est quelqu'un, venez à y toucher, nous serons là pour mourir à ses pieds, Battez tambour à nos amours pour le pays, pour la patrie, mourir bien loin, c'est nous les Africains. Si aujourd'hui on a l'impression que tout nous a été octroyé, ce n'est pas vrai. Par le biais des anciens combattants, démontrer que à tous les grands événements de l'histoire du monde, l'Afrique a toujours répondu présente. Et je crois que c'est l'un de nos devoirs en tant qu'enseignants de faire en sorte que cette réalité-là soit sue par qui de droit et de faire en sorte qu'on n'ait plus seulement, quand on enseigne l'histoire de la France, à faire que l'éloge des Français de la métropole.
et démontrer que si aujourd'hui les Français vivent libres, c'est justement à cause de nous, les Africains. Et dire aux Français qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de complexe d'infériorité, parce que quand, pour parler comme les militaires, quand ça niflait, on sait où ils sont allés se réfugier. La capitale a été transférée à Alger, et tout l'or de la France a été transféré à Bamako, où c'est resté pendant 4 ans. Et c'est à la fin de la guerre qu'ils sont revenus pour recharger tous ces trésors, cet or-là, ramené en France. Aujourd'hui, je crois que les uns et les autres devraient être un peu plus tolérants pour ne pas révéler pas vraiment un volcan qui dort, parce que les gens savent qu'ils ont beaucoup perdu. Et aujourd'hui, on ne leur reconnaît pas. Et ça, c'est dommage. Je crois qu'il faut enseigner l'histoire. Nous autres, quand nous parlons de l'histoire, il faut donc enlever toutes les fioritures pour enseigner l'histoire, la vérité historique. Malgré toute l'humilité que recommande l'historien, qu'on dise réellement ce que les uns et les autres ont fait dans la construction de ce monde du XXIe siècle. Au-delà des cérémonies de décoration et de citation, au-delà des mesures de revalorisation des pensions et des hommages ponctuels pris en faveur des anciens combattants, il appartient aux Africains eux-mêmes, au nom du respect de la vérité historique, de célébrer leurs propres héros en remettant à leur juste place les chapitres minorés ou volontairement ignorés dans les livres d'histoire qui façonnent la conscience collective des nations. Kokumbo, ancien combattant, moi tiré ailleurs encore pour la France, pour cette France-là, jamais. Utumbe tira ya Senegal na Nazara Alfei, Baba Kokumbo tarana tiri chemangeri munjan, Uluye Murifata, Masoto Kadeu Lutoya, Yumalunko Tarajama Amina, Goldman, la 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 la. Moi, me rappeler de cette époque-là, où anciens paysans, on était tous devenus des combattants. Dans l'air champ de guerre, on a connu la misère, on était l'air bouclier de guerre. Il a fallu de peu qu'on se fasse tous tuer.